J'ai passé des jours et des jours à lire des articles et à regarder des vidéos sur la K-pop. Je me suis jamais senti aussi mal, aussi triste, aussi en colère. La K-pop, je vous le dis d'entrée, c'est le pire des milieux. Qu'on soit clair dès le départ, je parle pas des artistes qui sont des gens passionnés, talentueux, je parle de l'industrie en général qui est tellement choquante. La moitié des infos de cette vidéo vont vous faire couler le cerveau par les oreilles. Bonjour. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment fonctionne la K-pop en tant qu'industrie. Et vous allez voir, c'est vraiment fascinant parce que dans le monde de la musique, c'est un univers à part, c'est à la fois le meilleur et le pire. Histoire de faire un lien avec la vidéo sur les idoles au Japon, je vais commencer par souligner les différences entre la K-pop et la J-pop. Et est-ce qu'on va parler de la pop chinoise dans cette vidéo ? Non, gardons ça pour une autre fois. Dans le fonctionnement, dans le style et même dans le public, il y a des similarités entre la J-pop et la K-pop. Mais il y a aussi et surtout des différences énormes. Déjà, la J-pop, c'est assez local. Il y a bien 2-3 groupes qui se sont fait connaître au niveau international, mais on est très loin des groupes coréens qui ont des dizaines de millions de fans à travers le monde. La K-pop, c'est beaucoup plus populaire que la J-pop. Il y a plein de choses qui expliquent ça. La première, c'est que la J-pop, c'est fait pour les Japonais, comme beaucoup de produits culturels japonais ont produit pour un marché local, alors que les Coréens visent directement le marché international. Ils n'ont pas la même population. Le Japon, c'est plus de 120 millions d'habitants. La Corée, c'est à peu près 50 millions. Donc, il faut aller chercher les clients ailleurs. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, déjà, avec des idoles coréennes qui, pour beaucoup, parlent anglais extrêmement bien. I was representing myself and also Blackpink for the very first time. Alors que les Japonais... My inside head, my head is popcorn. Les labels coréens aussi travaillent avec des boîtes de production américaines. Les auteurs-compositeurs des groupes coréens, c'est les mêmes que ceux qui font les chansons pour Justin Bieber. Les chorégraphes, c'est ceux qui ont travaillé avec Britney Spears ou Janet Jackson. Bref, on a vraiment la vibe internationale. Et en plus de ça, les Coréens sont très forts techniquement. Ils savent vraiment chanter, ils savent vraiment danser. Il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle Produce 48. Le but de l'émission, c'était de former un groupe de K-pop qui soit mixte coréen et japonais. Les japonaises qui participaient, elles venaient du groupe AKB48, qui est la plus grosse team de J-pop au Japon. Et durant le programme télé, elles ont eu l'occasion de comparer leurs skills avec les coréennes. Et ben, les pauvres. Au final, si vous vous posez la question, oui, un groupe est né de cette émission. Il est composé de 9 coréennes et 3 japonaises. Groupe qui d'ailleurs a failli disparaître très vite quand on a appris que la composition du groupe avait en fait été déterminée avant l'émission. Les gens qui ont payé leur SMS de merde là pendant toute l'émission l'ont fait pour rien, c'était truqué. Mais ça je vais pas m'étaler dessus parce que c'est vraiment un mini scandale, c'est microscopique comparé à tout ce qu'on va voir, c'est oublié. Autre différence aussi très importante entre la K-pop et la J-pop, c'est le marketing. Là où les Coréens sont des tueurs pour promouvoir leurs produits, les Japonais sont nuls. C'est pour ça que depuis 10 ans tout le monde a une télé ou un téléphone Samsung et puis Sharp, Sony ou Panasonic. C'est parce que les Coréens sont partout, leur campagne de marketing c'est un rouleau compresseur. Est-ce que vous avez déjà vu par exemple Sony ou Panasonic sponsoriser une vidéo sur YouTube? Non, les Japonais font pas ça, alors que Samsung ils sont omniprésents. Bienvenue dans le making of de Dessinons un alien. J'ai une petite reco là du coup, c'est la chaîne de Tev ici Japon. Et pour la K-pop, c'est pareil. Les labels, ils ont des contrats de distribution dans le monde entier. Dès le départ, ils étaient sur Spotify, Apple Music, YouTube. Alors que les Japonais, ils ont dit non, nous, la musique, on la vend sur des CD. Mais vieux, on est en 2020 là. Qu'est-ce que tu fous avant de des CD? Comment tu... Et enfin, la différence ultime,
c'est le style. Pas juste le style de musique, mais l'apparence. Là où les filles des groupes coréens sont hyper féminines et ultra sexy, oups, mauvaise image. Je disais donc, là où les filles coréennes sont ultra féminines et ultra sexy, voilà, c'est plutôt ça l'idée. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, ça va là, au bout d'un moment, on a compris que c'était pas les paroles le plus important. Bon, une petite dernière. Et de l'autre côté, on a les groupes de filles japonaises qui sont plus dans un mood kawaii. On est jeune, on est mignonne. En grossissant un peu le trait, on peut dire qu'en Corée, on a des femmes et au Japon, on a des enfants. Regardez juste physiquement la différence de taille. Bonjour, tu veux être ma maman? Chez les garçons, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de différence, mais quand même, les groupes japonais sont plus chic, traditionnels, alors que les groupes coréens sont plus modernes et à la mode. D'ailleurs, maintenant, c'est même eux qui la font, la mode. La force aussi des groupes coréens, c'est qu'ils ont tous un style tellement différent. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas bien la K-pop que ce qu'on vient de voir, ce sont tous des groupes différents. Non, en fait, c'est ça le vrai secret de la réussite de la K-pop, c'est qu'ils ont trouvé la formule qui marche et tout le monde applique la même. N'allez pas me dire, non, ils sont tous différents parce que nanani, nanana, lui c'est mieux chanter, lui c'est mieux danser. Ouvrez les yeux. Ils ont tous à peu près le même âge, le même gabarit, la même coupe de cheveux, la même couleur de peau, le même maquillage. Franchement, tu les alignes tous et tu demandes à quelqu'un qui connaît pas la K-pop de deviner quels sont les membres qui appartiennent au même groupe. C'est impossible. Honnêtement, ils répondent tous au même code et c'est normal puisqu'ils ont tous été fabriqués. Un groupe de K-pop, c'est pas une bande de potes qui s'est rencontrée au lycée et qui s'est dit un jour tiens on va faire un groupe. Ils ont fait leur début sur une petite scène locale, un jour ils ont eu une vidéo YouTube qui a percé et puis un agent qui les a appelés pour dire salut les gars, on aime bien ce que vous faites, venez travailler chez nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Du tout. Les groupes de K-pop sont créés sur l'initiative des maisons de disques. JYP Entertainment, SM Entertainment, Big Hit Entertainment, YG Entertainment, Entertainment. Putain, c'est dur à dire. Je crois que le message est clair, ils sont là pour nous divertir. Alors toutes ces boîtes que je viens de citer, c'est d'énormes entreprises, mais des entreprises toutes jeunes. Pour la plupart, elles ont été fondées vers la fin des années 90 et ce sont vraiment des usines à produire des idoles, des stars de K-pop. Quand elles veulent ajouter un groupe de K-pop à leur catalogue ou alors quand elles veulent ajouter un membre à leur groupe, elles le fabriquent. Il y a pas d'autre mot. Chaque agence organise des auditions quasiment non-stop. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se présentent aux auditions chaque année et chaque agence sélectionne, alors ça dépend, 10, 20 ou plusieurs dizaines de jeunes par an. Mais attention, tu n'es pas sélectionné pour faire partie d'un groupe, tu es sélectionné pour faire partie d'un programme de formation à l'issue duquel, peut-être, tu auras la chance d'intégrer un groupe. On te donne une chance d'avoir une chance. Et c'est lors de cette formation, qui dure en moyenne entre 2 et 4 ans, que les recrues, les trainees en anglais, sont formatés pour devenir des stars de K-pop. À la base, c'est des jeunes qui sont déjà beaux et doués, ils savent déjà chanter, ils ont fait plusieurs années de danse, mais pour l'industrie de la K-pop, ça suffit pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les idoles parfaites. Et à partir du moment où tu deviens une recrue, pendant toute la durée de ton contrat, tu appartiens au label. C'est le label qui dirige toute ta vie. Tu dois vivre dans une maison avec les autres recrues, tes contacts avec l'extérieur sont très limités et toutes tes journées, c'est du travail non-stop pour apprendre à devenir une idole de K-pop. On te donne des cours de chant, des cours de danse, des cours d'anglais, tu as des cours d'expression publique, on t'apprend à faire des expressions faciales, on t'apprend comment marcher, on surveille ton alimentation, on te relook. Une fois seulement que tu passes au travers de tout ça pendant des années avec succès, peut-être qu'on te donnera la chance de participer dans un groupe. Durant tout ce processus, qui est extrêmement difficile, on y reviendra plus tard, mais on s'approche plus de l'armée que de la Star Academy.
Les recrues ne font à aucun moment partie du processus créatif. Elles n'ont pas du tout leur mot à dire sur quel genre de groupe elles aimeraient former, avec qui, qu'est-ce qu'elles aimeraient chanter, comment elles aimeraient s'habiller, se coiffer. Même leur rôle au sein du groupe et la personnalité qu'elles vont avoir, c'est la production qui le détermine. C'est comme si on avait des carcasses vides ou des robots dans lesquels les maisons de disques viennent implanter le programme qu'elles veulent. Retenez bien ça, il n'y a absolument rien de naturel chez une idole de K-pop. Ni son style, ni son physique, ni sa personnalité. What am I? Et c'est pour ça que tous les groupes se ressemblent, tous les artistes suivent le même programme et sont stylisés par leur boîte de production. Alors effectivement, il y a quelques différences. Ils vont dire ce groupe-là, ils seront 10, ce groupe-là, ils seront 7, celui-là, ce sera un peu plus hip-hop, celui-là, ce sera un petit peu plus rap, mais ils viennent tous du même moule. C'est le même principe pour tous les groupes. Les entreprises veulent leur idole parfaite, elles veulent leur groupe de sex symbole. Et ça, je pense qu'on peut presque le généraliser à toute la K-pop, pas juste les groupes. J'ai dit presque. On est d'accord que Psy, c'est pas le mec le plus sexy dans l'univers de la K-pop. Si on est fan de lui, c'est pas pour son sex appeal. Mais même là, si tu regardes bien, dans tous ses clips, il y a au moins une, mais généralement plusieurs filles avec une plastique parfaite qui se trémousse en arrière-plan. C'est obligatoire. À part, oui, quand il y a Snoop Dogg en feat, là on est d'accord, il y a besoin de rien d'autre. Ah ben si, apparemment il fallait mettre au moins 30 secondes de cul qui bouge en plein milieu. Non mais sérieusement, entre vous et moi, on sait tous que la K-pop, si ça marche, c'est grâce à son côté sexy. Dans la K-pop, ils sont pas là pour rigoler, il faut les exciter, les jeunes filles, il faut les exciter les mecs. La K-pop, c'est la culture de l'image. C'est né avec la télé, ça s'est répandu avec Internet. On est très loin des phénomènes comme le rock'n'roll ou le disco, qui sont des musiques qui d'abord s'écoutent. Là, on a une musique qui d'abord se regarde. Et la recette fonctionne du feu de Dieu. La K-pop en 2020, c'est tellement énorme dans le monde entier. Je pense que vous avez tous au moins entendu parler des BTS. C'est le groupe de K-pop et même je pense le boys band le plus connu au niveau mondial ces dernières années. En 2019, petite info, c'est le groupe qui a fait l'objet du plus de recherches sur Google au niveau mondial. Et c'est un de leurs clips qui a fait le record de vues en 24 heures sur YouTube. 78 millions de vues en 24 heures. D'ailleurs, si on regarde le top 15 des vidéos les plus vues sur YouTube en 24 heures, il y en a plus de la moitié qui sont de la K-pop. Et tout ça entre des noms comme Taylor Swift et Ariana Grande, c'est pour vous dire à quel point le phénomène K-pop est immense dans le monde. Écoutez bien cette info. On estime que le groupe BTS fait rentrer dans l'économie de la Corée du Sud plus de 4 milliards d'euros par an. C'est pas trop en comptant les concerts, les trucs comme ça, mais c'est tout le commerce qu'ils génèrent autour. Tous les gens qui vont acheter des fringues ou du maquillage en Corée du Sud, ceux qui vont faire du tourisme en Corée du Sud, il y a 7% des touristes en Corée du Sud qui sont des fans de BTS. Et le pays a bien compris qu'ils avaient entre les mains une poule aux œufs d'or et ils vont tout faire pour que ça continue. En 2024, à Séoul, va ouvrir la première arena mondiale juste dédiée pour la K-pop. Ça va être un espèce de grand stade couvert de 18 000 places et ils vont pouvoir faire jusqu'à 90 concerts de K-pop par an. Pareil aussi, la Corée du Sud a créé un fonds d'investissement pour promouvoir la culture populaire coréenne à l'étranger, dont beaucoup la K-pop. Et là, on commence à parler en milliards. Tout ça, c'est bon pour son économie et c'est bon pour son image. C'est le soft power à la coréenne. Les Américains, ils ont Hollywood, Disney, la Silicon Valley. Les Français, ils ont la culture et la gastronomie. Les Japonais, ils ont les mangas, les jeux vidéo. Et ben les Coréens, ils ont Samsung et la K-pop. Et les mukbangs. 장어회가 이렇게 동글동글하게 생겼어요. 한번 먹어볼게요. 듬뿍 하나 넣고 쌈장, 고추, 마늘. C'est marrant de se dire que c'est en partie grâce à la K-pop que la Corée du Sud s'est fait une place sur la scène internationale alors qu'ils sont coincés entre deux superpuissances, la Chine d'un côté et le Japon de l'autre. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, personne ne savait placer la Corée du Sud sur une carte. Et ben aujourd'hui, c'est la 11e plus grande économie mondiale devant la Russie. C'est la 10e plus grande puissance mondiale. Mais pour en arriver là, le chemin est dur, on ne devient pas une star comme les BTS du jour au lendemain. Et en toute honnêteté, enfin je veux dire sans aucune exagération, je pense qu'il y a très peu de métiers dans le monde qui sont aussi demandeurs, aussi exigeants. Pour être idole de K-pop, il faut vraiment être au top physiquement. Tu fais des régimes, tu fais du sport, tu fais des répétitions. C'est presque l'entraînement d'un athlète de haut niveau. En plus, tu dois être au top mentalement parce que tu passes des castings, des interviews, tu as des shows, tu dois tenir le rythme. En plus de ça, bien sûr, tu dois avoir certaines aptitudes. Tu dois savoir évidemment danser, chanter, tu dois savoir parler anglais, tu dois savoir
interagir en public. Enfin, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Je sais même pas, pour vous dire en toute honnêteté, si l'entraînement des astronautes, c'est aussi demandeur physiquement et mentalement que l'entraînement d'un idole. Il y a un groupe qui s'appelle JJCC, c'est un groupe qui a été formé par Jackie Chan. Et il y a un des membres qui a quitté le groupe, il s'appelle Prince Mac et il raconte sur YouTube comment ça s'est passé. I am Henry, also known as Prince Mac. I debuted in Korea as a K-pop idol in 2014 in the group JJCC, created by Jackie Chan. I had a lot of shows, performances and interviews, averaging about 17-18 hours of work each day. I actually broke my foot. Even though my foot was broken and I was wearing a cast, I still performed every performance, I went on every show, did every interview, did not have a break. And I didn't get to see my family much, or I didn't get to see them at all actually. I didn't see my mum in 4 years. But as you can see, the K-pop industry is a very, very hard place to be. Ça a pas l'air facile, hein. Il y a aussi une youtubeuse qui s'appelle Eodias, j'écorche certainement son nom, je suis désolé. Elle raconte dans une vidéo, mais aussi dans un article qui est paru sur le site de la BBC, son expérience de 2 ans en tant que recrue dans une des plus grandes agences de K-pop. Et c'est tellement intéressant ce qu'elle dit. Elle raconte avec pas mal de détails comment se sont passées les auditions, après pendant 2 ans, comment ça se passait entre les filles, comment elles étaient formées. My company is quite big and very, very strict. I was not allowed to have phone. I don't think the training was difficult. Alright, I think it is tolerable. The only difficult part for me was having to wake up really, really early in the morning to start training. I took vocal lessons, dance classes, and acting classes. I didn't have to take language classes because I speak Korean. I'm naturally quite skinny, as you guys can see, so I didn't need to diet that much. I still had to, but it wasn't the worst. Elle est pas là pour clasher, mais juste pour expliquer comment ça se passe. Et ouais, c'est super intéressant. Je vais vous mettre en description le lien vers l'article en question et vers sa vidéo YouTube. Les deux sont vraiment très complémentaires. Regardez ça, vous allez vraiment apprendre plein de trucs. Ça, c'est pour les côtés physiques et émotionnels, mais on sait qu'il y a aussi des gros problèmes au niveau financier pour certaines idoles, parce qu'elles ne gagnent pas d'argent pendant très longtemps. On avait vu dans la vidéo sur les idoles japonaises l'interview d'une ancienne membre du groupe Crayon Pop, qui est officiellement mon groupe préféré de K-pop. Elle racontait comment les filles étaient pas payées pendant des années malgré le fait qu'elles remplissent des salles de concert, parce que les maisons de disques qui les forment veulent d'abord récupérer leur investissement et puis après, si possible, faire du bénéfice. Donc toutes les filles devaient prendre des crédits pour pouvoir vivre pendant tout le temps de leur formation, mais aussi pendant qu'elles étaient idoles sur scène. Et apparemment, d'après les nombreux témoignages, c'est à peu près partout pareil. C'est pas parce que tu deviens même célèbre que tu as tout de suite de l'argent qui rentre et que tu peux profiter de la vie. Au contraire, chaque idole, dès qu'elle devient recrue, elle signe un contrat avec sa maison de disques qui peut aller de 2 ans à jusqu'à 15 ans apparemment, et pendant toute la durée de ce contrat, tu gagnes très peu d'argent, à part peut-être pour certains qui ont des meilleurs contrats ou pour ceux qui deviennent très célèbres. Sinon vraiment c'est un investissement pour l'avenir, tu espères devenir assez célèbre pour que après quand tu évolues par toi-même, tu as encore des contrats publicitaires, des trucs comme ça. YG, SM and JYP. These 3 companies do something different to other companies, which is they pay their artists as soon as they debut. The rest of the other K-pop companies, they have something called break even, which means that when their artist debuts, when their artist makes money, it goes into a pot. The money that they make goes to pay off this debt. And this debt includes stuff from their trainee days, singing, dancing, studio hire, food, accommodation. So if you were a trainee for 10 years accommodation, 10 years food, and then after you debut, there's music videos, songs, you know, choreography teachers, stylists, makeup. Oh geez, there's a lot of expenses. Promotions, staff. The more comebacks we have, the more songs we have, the bigger this debt gets. Et puis de toute façon, avant de devenir populaire, il faut déjà arriver à intégrer un groupe. Toutes les recrues n'en font pas leur début. Celles qui sont moins bonnes ou même qui sont très bonnes mais dont on n'a pas besoin, on leur dit cassez-vous. Et c'est pas facile pour les recrues de se faire jeter parce que là on parle de jeunes qui ont arrêté leurs études pendant plusieurs années, qui ont été déconnectés quasiment de la société. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils n'ont pas de diplôme. On s'en fout. Par contre, si c'est toi qui en as marre et qui veut partir, attention, tant que tu es sous contrat, si tu as signé pour 7 ans, pour 10 ans, pour 12 ans, tu appartiens à la boîte pour 7 ans, pour 10 ans, pour 12 ans. Et si tu veux partir avant, alors évidemment, tu peux partir, on ne te retient pas, mais il y a une clause du contrat qui précise que tu dois rembourser tout ce que l'entreprise a investi pour ta formation, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros. En fait, quand tu signes ton contrat, tu deviens prisonnier. Et d'ailleurs, il y a même des agences qui appellent leurs recrues par un numéro.
vraiment comme des détenus dans une prison. T'as un matricule. Et même sans parler de vouloir partir, tu peux même pas te plaindre parce que si tu te plains, on te dégrade au sein des recrues et ça te donne encore moins de chances d'intégrer un groupe et de sortir de là un jour. Quand tu signes ton contrat, ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à ton agence. En anglais, les contrats des idoles, le terme que j'ai vu le plus revenir, c'est slave contract, des contrats d'esclaves. Et là, peut-être que comme moi, vous serez tenté de vous dire « Ouais, en fait, faut juste faire attention à pas signer avec une mauvaise maison de disques, il faut choisir la bonne, etc. » Non, parce que les maisons de disques ont le pouvoir de te revendre à une autre maison de disques. Tu peux très bien signer chez quelqu'un et puis te retrouver chez quelqu'un d'autre qui te repasse à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et je veux pas dire que c'est de la torture chez tous les labels, mais quand même, on a l'impression qu'ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Les artistes déjà, ils doivent pas dépasser un certain poids. Les filles, je crois en général, c'est 47 kilos, quelle que soit leur taille, leur gabarit, et elles sont pesées chaque jour. Et on annonce en public devant tout le monde les résultats de la pesée. Et attention à pas dépasser les 47 kilos parce qu'à ce moment-là, soit on te rationne, soit on te fait manger de l'eau. Littéralement, il y en a des fois, pendant une journée, leur repas c'est de l'eau. Essaye de faire 6 heures de danse en te nourrissant juste avec de l'eau. En fait, toutes les filles et pas mal de mecs aussi, je pense, subissent un régime drastique et même parfois totalement what the fuck sur les réseaux sociaux ou dans des interviews, il y en a qui ont dit qu'elles se nourrissaient uniquement de choux. Par exemple, il y en a qui disent qu'elles se nourrissent uniquement de choses liquides. Elles ne mangent pas de solide, elles mangent que de la nourriture liquide. Avec tous les efforts physiques qu'elles font, c'est encore plus aberrant. Il y a plein de filles qui tombent dans les pommes pendant les répétitions, même des fois sur scène, on en a déjà vu s'évanouir. Il y a des filles qui deviennent boulimiques, enfin c'est n'importe quoi. Et ça, c'est juste un des aspects négatifs. Il y en a un autre qui est encore plus aberrant, c'est qu'on te prive complètement de liberté. Tu choisis pas où t'habites, tu choisis pas quand tu sors, tu choisis pas évidemment avec qui tu sors. Si tu veux avoir un petit ami ou un petit ami, bonne chance. Si tu veux recevoir de la visite, même pour tes parents, tu dois avoir une autorisation spéciale. On t'enlève ton téléphone. Certaines ont juste droit à genre 15 minutes de téléphone le soir pour appeler leurs parents. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, il y a une loi qui est passée ou alors il y a certaines maisons de disques qui ont dû modifier leur contrat parce que ils respectaient pas les droits de l'homme. Enfin bref, je vous parle beaucoup des contrats parce que dans le milieu de la K-pop, la moitié des procès, la moitié des scandales, presque tous les groupes qui se séparent, c'est à la base un problème de contrat. Ensuite, alors je vais pas dire tous, mais on suppose qu'il y a une grande partie des idoles qui ont recours à la chirurgie esthétique, en grande partie pas de leur propre initiative, mais sur demande des maisons de disques. Mais par contre, aux frais des idoles, parce que rappelez-vous, il faut rembourser tous les frais investis par les maisons de disques. Et je vous parle pas de la petite chirurgie esthétique de base où on va te faire une petite incision pour te mettre des implants mammaires. Non, là, je vous parle carrément de reconstruction faciale. On te pète les mâchoires, on te burine le nez, on te refait les yeux. Et c'est pas parce que t'es moche, Les filles et les garçons sont déjà très bien au départ, voire même mieux. Mais c'est juste qu'ils correspondent pas au truc type de l'idole qui doit avoir le menton comme ça, les yeux un peu plus gros. Enfin, il y a un cahier des charges, il faut le respecter, c'est tout. I haven't had anything done yet. I was supposed to. If I were to renew my contract with them, I would have to get it done the following year. My company, they wouldn't tell you when you're going. They'll just send you there. They were about to do my nose and my jaw because apparently in Korean standards, I have a pretty big face and a very big nose. Si vous pensez que dans la K-pop, beaucoup de filles et de garçons se ressemblent, c'est en grande partie pour ça. Après, il faut dire que les Coréens sont extrêmement doués en chirurgie plastique. C'est le pays numéro 1 au monde en chirurgie plastique. C'est là où il y a le plus de monde qui fait des interventions esthétiques. Pour eux, apparemment, c'est pas choquant, c'est quelque chose de normal. Bon, après, c'est une question de culture aussi, j'arrive à comprendre. Mais quand même, je trouve ça un peu cher payé. Alors, arrivé à ce stade de la vidéo, normalement, si vous êtes humain, vous êtes en train de vous dire « Putain, c'est difficile le milieu de la K-pop ». Vous n'avez rien vu. Parce que c'est à ce moment de la vidéo que tout bascule. Là, on était dans le normal. Là, c'est normal, c'est la base. Et là, on rentre dans les trucs dark. Ça va vraiment être difficile. Donc, avant d'attaquer les choses sérieuses, je vous propose une dernière petite bouchée d'air frais. Allez, encore une, faisons-nous plaisir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sponsorship? Ça n'a rien à voir avec une vidéo sponsorisée Displayed, lien dans la description. Non. Ici, on parle de chantage et de prostitution. Les filles des groupes de K-pop, et les garçons aussi d'ailleurs, mais je pense que c'est plus souvent les filles, reçoivent régulièrement des propositions indécentes de sponsors. Ce qu'on appelle les sponsors, c'est les personnes influentes dans le milieu du divertissement, de la musique, du cinéma, dans la publicité, dans les médias, enfin tous ceux qui ont une position de pouvoir, qui peuvent influencer en bien ou en mal sur la carrière des idoles. Comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Le plus courant apparemment, c'est que les maisons de disques organisent des rencontres, des repas par exemple, entre la maison de disques et ses stars, et les patrons, les influents, les sponsors. Et au cours de ces dîners, les idoles ou les recrues sont invités à être très gentils avec les sponsors. Ça peut être passer un bon repas ensemble ou alors ça peut être passer
une nuit ensemble. Attention, certaines maisons de disques aussi n'encouragent pas du tout ce système de sponsoring. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui au contraire essayent de protéger leurs talents. S'ils reçoivent ce genre de proposition, ils ne préviennent même pas les idoles. On imagine qu'ils refusent poliment pour pas offenser le sponsor quand même. Après, un sponsor peut aussi directement contacter un ou une artiste via ses réseaux sociaux pour lui proposer en échange de faveurs sexuelles, de l'argent ou un contrat ou quelque chose comme ça. On te fait une proposition et libre à toi d'accepter ou non. Ça, typiquement, c'est l'affaire Gina. Elle aurait supposément accepté 25 000 € en 2016 pour passer la nuit avec un homme d'affaires américain. Mais en général, j'ai quand même l'impression que le plus souvent, c'est la maison de disques qui est entre les deux, qui fait l'intermédiaire, soit qui organise un événement, soit qui reçoit des demandes de sponsors et qui est chargé de les transmettre aux idoles. C'est comme ça que certains groupes ont de meilleurs avis ou une meilleure présence dans la presse. C'est comme ça que certains groupes vont avoir plus de sponsors pour un concert ou pour un tour. Et c'est comme ça que de nombreuses vies sont détruites. L'année dernière, en 2019, il y a une des membres du groupe Dal Shabet qui a apporté son témoignage là-dessus. Dal Shabet, c'est le groupe qu'on avait vu un petit peu plus tôt qui... Elle confirme que le sponsorship, c'est une pratique qui est très courante, qu'il y a une grosse pression qui est mise sur certaines idoles et sur certaines recrues. 거절하면은 배역에서 잘리거나 너 데뷔 못 시켜준다거나 이런 거 있잖아요. 그런 게 갑질인 거지. 얼마나 하고 싶은데 내가 생활하는 거에 있어서 어려움은 없겠지만 뭔가 꿈을 이루고 싶고 한 친구들한테 많이 좀 그런 식으로 협박을 한다거나 나쁜 사람들이 있어요, 여러분. 나쁜 사람들은 어디 가나 있고 좋으신 분들도 어디 가나 있듯이. On est, vous l'avez compris, dans l'équivalent de l'affaire Weinstein en Corée. Et ça, c'est pas nouveau. Le premier gros signal d'alarme, il a été tiré en 2009. Il y a une actrice qui s'appelle Jang Ja-young. J'écorche certainement son nom là aussi, je suis désolé. Ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a été forcée par son agent à avoir au moins 31 relations sexuelles avec ce genre de sponsor. Je dis 31 parce que 31, c'est le nombre de noms qu'elle a marqué dans sa lettre de 7 pages qu'elle a écrite avant de se suicider. Lettre qui avait comme par hasard disparu, puis qui a réapparu et puis qui n'a pas donné lieu à des très grosses sanctions. Hashtag corruption, hashtag justice à deux vitesses. Elle avait 29 ans. Quand on voit le nombre de témoignages et de scandales, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en position de pouvoir, les managers, les maisons de disques, qui en abusent extrêmement dans le milieu de la K-pop. J'ai noté les affaires qui m'ont le plus marqué. En 2000, Bak Ji-young, encore une fois j'écorche le nom, elle voit arriver une de ses sextapes en public. On la voit en train de faire zizi pampan avec son ancien manager et c'est lui-même qui a leaké la vidéo parce qu'elle avait osé changer de manager. En 2013, alors là c'est vraiment le pire, le directeur de Open World Entertainment est condamné à 6 ans de prison pour avoir drogué et violé au moins 11 filles recrues dont certaines encore mineures. Et ça, c'est qu'une petite partie du scandale. En 2019, plus récemment, c'est le groupe 18 qui est composé de 10 garçons qui s'arrête après juste quelques mois d'existence parce qu'il y a 6 membres qui ont porté plainte contre leur patronne, la patronne de la maison de disques pour harcèlement sexuel. On n'est pas certain que ce soit vrai parce qu'il y a des trucs un petit peu bizarres dans l'histoire, mais dans tous les cas, ça montre quand même qu'il y a une relation de merde entre certaines maisons de disques et leurs talents. Et là, je vous donne juste 3 exemples, mais il y a tellement d'histoires de viols, de drogue, de violence dans le milieu, c'est incroyable. Tu lis un article sur internet, ça te renvoie à un autre article qui te renvoie à un autre article, ça n'en finit jamais, tu pètes un câble tellement le milieu a l'air malsain. C'est difficile au bout d'un moment de se dire c'est juste une partie de l'industrie, c'est juste cette entreprise, c'est juste cette personne. C'est dur de se dire, de pas généraliser en fait. Et attention, c'est pas juste les maisons de disques qui sont les méchants et les artistes qui sont des victimes. Il y a plein d'artistes qui se retrouvent en prison, qui ont tué des gens quand ils étaient en état d'ébriété dans leur voiture, qui ont violé, qui battent leurs copines. Oubliez les scandales à la japonaise où là tu fais la une des journaux quand une idole a le malheur d'avoir un petit copain. Non, là on parle de vrais trucs. Regardez, juste l'année dernière, en 2019, le nombre de scandales qui ont eu lieu en même temps. Ce que je vais vous montrer là, c'est un extrait de un seul journal, le même journal, la même journée, tout ce qui se passe, Idol Seungri of Big Bang is being investigated on suspicion of violating prostitution laws. Jang Junyoung, singer-songwriter, is suspected of filming women engaging in sexual acts without their consent and distributing the videos. Choi Chong-hun, a guitarist for the band FT Island, is being questioned by police for alleged involvement in a group chat that featured illicit activities. And Young Jung-hyung from the band Highlight has spoken to police as part of a witness investigation. His agency said he had seen an illegal
video. C'est pas hallucinant quand même? On parle de viol en série, de proxénétisme, de sextape illégal, enfin je veux dire tous les vices que tu peux penser. Évidemment, encore une fois, je me dois d'insister là-dessus, ça représente pas forcément tout le milieu de la K-pop. Là, je mets vraiment le projecteur sur les trucs négatifs. Mais quand même, au bout d'un moment, putain, tout mis bout à bout, ça fait beaucoup quand même. Surtout qu'au rythme où sortent les affaires et les scandales, on s'attend vraiment à ce qu'il se passe encore quelque chose demain. Je vous préviens, ne faites jamais de recherche sur l'industrie de la K-pop, ça va vous faire péter un câble. Comme vous le comprenez maintenant, la K-pop, c'est un univers vraiment très difficile dans lequel on imagine que la majorité des artistes subit une pression énorme. Mais en plus de tout ça, vient s'ajouter autre chose, je veux parler des fans. Les fans de K-pop, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est à la fois les meilleurs et les pires. En 2015, le groupe EXO a battu le record du monde de vente de tickets de concert. Ils ont vendu 5 dates de concert, plus de 67 000 tickets en 0,4 secondes. Comment c'est possible, même techniquement, de vendre 67 000 tickets en 0,4 secondes? Imagine, tu es sur la page du site, il y a marqué 67 000 tickets, tu rafraîchis la page, zéro. Tout a été vendu. C'est pour vous dire à quel point les fans sont au taquet. Après leur concert, j'avoue, ça a vraiment l'air dingue. Press concert preparation. Allow. You're going to an EXO concert when you're not, so just press OK and choose like literally the random, and then choose your new fan light, and now press pairing. So as you see, it's now rainbow. Bon, normalement, tu devrais être content d'avoir des fans, parce que c'est une bonne chose d'avoir des gens qui te soutiennent, surtout quand ils sont prêts à claquer 100 € dans une lumière en plastique. Quand j'ai vu ça, j'ai eu l'idée d'une super blague pour mettre dans la vidéo sur YouTube. Mais vous allez rire, j'ai totalement oublié ce que c'était, ma blague. Je vous rassure, je l'ai pas payé 100 €. C'est genre 30 € au Japon, ce qui est déjà cher, hein. Surtout si tu les collectionnes. Bon, normalement, tu devrais être content d'avoir des fans, parce que c'est une bonne chose d'avoir des gens qui te soutiennent, surtout quand ils sont prêts à claquer 100 € dans une lumière en plastique. Oui, bah tu dis pas ça quand t'as affaire à des fans extrêmes. Ceux qui, par exemple, piratent ta ligne téléphonique ou tes réseaux sociaux pour en savoir plus sur toi, ou ceux qui vont rentrer par effraction chez toi la nuit pour t'embrasser pendant que tu dors, ou encore ceux qui vont aller ramasser ta piste dans les chiottes pour la revendre sur Internet. Et encore, ça c'est les gentils, parce qu'au-dessus de ça, il y a les anti-fans. C'est ceux qui sont fans d'un autre groupe et qui aiment pas ton groupe, ou alors qui t'aiment pas juste parce que. C'est ceux qui, par exemple, peuvent essayer de t'empoisonner en mettant de la super glue dans ton jus d'orange. C'est une vraie histoire, mais bon, c'est quand même extrêmement rare. Par contre, ceux qui essayent de te pourrir la vie sur les réseaux sociaux, ça, c'est extrêmement fréquent. Insultes en tout genre, menaces de mort, il y a même une idole qui a vu circuler sur internet une pétition qui lui demandait de se suicider. Et elle a quand même récolté près de 3000 signatures avant d'être supprimée. Pour certaines idoles, les réseaux sociaux, c'est vraiment le dernier coup de massue. Parce que quand t'as fait autant d'efforts, autant de sacrifices pour ta passion, pour arriver à tes objectifs, et que du jour au lendemain, tu te fais défoncer la gueule sur les réseaux sociaux parce que t'as dit un truc de travers ou parce que t'as pris 2 kilos, c'est horrible, d'autant plus quand t'es jeune, t'es pas forcément équipé pour faire face à ça. Alors évidemment, c'est les filles qui sont le plus attaquées par des gros sacs à merde. 슬펐어요. 저는 노래를 하는 가수인데. D'ailleurs, petite parenthèse, ça n'arrive pas que dans le milieu de la K-pop, évidemment. On sait que les gens qui se font insulter sur les réseaux sociaux, ça arrive dans le monde entier. Et j'en profite, un petit message personnel à tous ceux qui insultent des gens sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Vous êtes vraiment le fond des chiottes de l'humanité. Je suis désolé, en 2020, il n'y a plus d'excuses. Je suis d'accord qu'on n'a pas tous eu peut-être une bonne éducation, on n'a pas tous eu des parents aimants. Peut-être qu'il y en a qui sont pas très bien équipés du point de vue coefficient intellectuel, il y en a qui sont jeunes, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est plus une excuse. En 2020, on sait tous les conséquences que ça apporte d'être haineux, d'apporter de la haine sur les réseaux sociaux. On connaît les conséquences. Si vous faites ça, c'est en connaissance de cause. Vous détruisez volontairement des vies. Fin de la parenthèse. Et sans transition, on passe du coup à la rubrique nécrologique de cette vidéo. En octobre 2019, Sully, 25 ans, est retrouvé pendu. Cause du suicide, dépression à cause de cyberharcèlement. Et le pire, si ça peut être encore pire, c'est qu'elle recevait encore des messages haineux après sa mort. Genre, t'aurais dû te pendre plus tôt.
Comment ne pas perdre foi en l'humanité quand on voit des trucs comme ça? En novembre 2019, Gu Hara, 28 ans, qui était une amie aussi de Sully, elle avait déjà fait une tentative de suicide quelques mois plus tôt. Elle, ce qui s'est passé, c'est que son ancien copain, qui la battait, a rendu public une sextape qu'il avait tournée secrètement. Après ça, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux et on connaît la fin de l'histoire. Décembre 2019, c'est Chainha, 27 ans, qui est un autre jeune artiste, un garçon, lui, qui s'est donné la mort. Il n'y a pas de raison officielle, lui, à son geste, mais on suppose très fortement que ce sont le rythme de travail et la pression des réseaux sociaux qui étaient les causes de sa détresse. On est quand même sur un petit rythme d'un suicide par mois en cette fin 2019, c'est quand même assez violent, même pour la K-pop. Enfin, c'est pas les premiers suicides qu'il y a eu, mais quand même là, fin 2019, c'était vraiment sévère. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais pas si je voulais en parler ou pas, mais enfin bref, on a appris le décès de Hana Kimura. Hana Kimura, c'est une jeune catcheuse professionnelle japonaise de 22 ans. Si vous la connaissez, c'est que vous l'avez vue dans l'espèce d'émission de télé-réalité, la Terrace House. Et bien pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à ses jours, cette jeune fille? C'est parce qu'elle se prenait tous les jours des centaines de messages haineux sur Twitter. Donc bravo à tous les Japonais qui sont auteurs de ces messages. Vous avez bien joué, hein, c'est waouh! Bravo, félicitations! Après tout ça, quelle sera la conclusion? Enfin, qu'est-ce qui, selon moi, il faut retenir de tout ça? D'abord, il faut que je vous avoue que je ne suis pas du tout, je pense, la cible de la K-pop. Hein, c'est pas à moi que ça parle en général. Mais malgré tout, en faisant pas mal de recherches, j'ai trouvé quand même pas mal de groupes qui sont... Alors c'est pas mal en fait, la musique est pas mal entraînante et on voit que c'est étudié de façon à ce que même si on comprend pas le coréen, on puisse s'enjailler sur les sons, voilà, les refrains sont en anglais ou alors c'est à base d'onomatopée. On arrive à rentrer dans le truc et surtout, j'ai vraiment apprécié l'esthétique des clips. On voit qu'ils sont vraiment très pros. Ils ont les idées, ils ont le budget et ils ont le savoir-faire pour faire des clips de fou. Les artistes, c'est vrai qu'ils sont jolis. Enfin, moi je parle surtout des filles, qu'elles savent vraiment chanter et danser comme je le disais, et donc je comprends que les gens accrochent, ça fait plaisir aux gens, ça fait du bien à l'économie, donc à la limite pourquoi pas. En fait ce que je pense c'est qu'il faut vraiment séparer les artistes de l'industrie K-pop. On a l'impression que c'est au pire c'est vraiment très pourri, au mieux c'est vraiment très sévère. En tout cas le produit fini ça ne correspond absolument pas à tout ce qu'il y a en coulisses. Est-ce que pour autant il faudrait par exemple arrêter d'écouter de la K-pop pour ne pas encourager ça? Je sais pas. Là c'est à vous de me le dire. Ce que je pense c'est que si on se pose la question pour ça, il faut se poser la question pour tout. Parce que par exemple on aime tous porter des fringues qui nous plaisent, mais on sait très bien qu'il y en a la moitié qui sont faites au Bangladesh dans des conditions de merde par des enfants. On aime tous avoir un smartphone qui est un outil formidable et même indispensable. Et en Afrique il y a littéralement des millions de personnes qui meurent dans des guerres, des batailles pour pouvoir avoir les minerais qui servent à fabriquer les composants des smartphones. Enfin, je veux dire, même manger un steak ou une cuillère de Nutella, maintenant, c'est tuer la forêt amazonienne. Enfin, c'est mauvais pour la planète. Quoi qu'on fasse, dès qu'on a une grande entreprise qui fait quelque chose, c'est du grande dose de positif, de trucs bien, et de l'autre côté, ça casse des trucs. Donc, c'est comme ça que fonctionne le monde. Enfin, c'est vraiment ce que je retire de ce truc, c'est vraiment la K-pop, un reflet du monde actuel, du monde moderne. C'est une industrie moderne comme toutes les autres. Voilà, c'était ma conclusion, ça vaut ce que ça vaut. Et je vous dis à bientôt, n'emmerdez pas les gens sur les réseaux sociaux, des bisous.